Merci pour cette belle mise en perspective et cette introduction. Je vais appeler maintenant Jean-Pierre Sartou à nous rejoindre. Et Jean-Pierre va nous parler de l'agriculture de conservation des sols, de ses défis. Tout à fait. Et de ses bénéfices. Et comme je n'ai 15 à 20 minutes, je n'ai que, 15 à 20 minutes devant moi, eh bien je me chronomètre. Donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité, Jean-François, bonjour à toutes les autres personnes que j'ai vaguement reconnues dans la salle. Donc effectivement, je vais essayer de vous exposer quels sont les principaux atouts pour changer de diapo, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, justement. Voilà le titre que j'ai donné à ma présentation. Quels atouts pour la transition agroécologique des systèmes de culture? Et évidemment, il va être question de l'agriculture de conservation des sols. Mais je commence par apporter une précision importante. Une méta-analyse est en cours concernant les différents systèmes écosystémiques apportés par l'agriculture de conservation des sols. Elle n'est pas finie, elle est en cours. Je participe au comité de pilotage. Et donc, il est possible que cette méta-analyse, qui est la plus puissante des analyses scientifiques sur un thème précis, viennent confirmer, je l'espère, préciser, mais peut-être infirmer, je ne l'espère pas, certains points que je vais maintenant exposer. Alors, dans un contexte planétaire préoccupant, celui qui concerne le plan environnemental, eh bien, on constate que ce contexte il met à l'index l'agriculture sur plusieurs problématiques. Et on l'oblige à relever plusieurs défis, et plusieurs d'entre eux, de ces défis, impliquent directement ou indirectement la gestion des sols. Alors, à propos des sols, eh bien, il a été calculé aujourd'hui qu'à peu près 26 milliards de tonnes de couches arables, enfin de terre fine, de particules fines provenant de la couche arable sont perdues chaque année, soit par érosion éolienne, soit par érosion hydrique, comme vous pouvez le voir sur les photos. Certaines estimations sont 3 fois plus pessimistes, puisqu'elles estiment ces quantités à 75 milliards. Alors si on pouvait par un miracle ou un autre récupérer cette quantité de terre fine, ce sont des sols qui s'amincissent, perdent leur substantifique moelle, j'allais dire. Merci beaucoup. Eh bien, nous pourrions l'étaler sur la Lune, et voilà ce que cela donnerait chaque année sur 30 cm d'épaisseur, puisque par convention, c'est l'épaisseur de la couche arable. Et au bout de 10 ans, évidemment, une tâche beaucoup plus grosse qui serait visible depuis la Terre, largement. Bon, finalement, on a du mal à se réaliser, à se représenter ce que ça représenterait, ce que ça représente, puisque l'échelle de la Lune, on n'en a pas bien en tête. Et puis, mais c'était simplement pour illustrer le fait que si on arrivait à la mettre sur la Lune, elle serait bel et bien perdue pour la Terre. En tout cas, même perdue dans les océans, terminant dans les océans, elle est bien perdue pour les sols agricoles. Alors revenons à la terre, et si on arrivait à étaler cette quantité de terre en France, sur la SAU française, donc surface agricole utile, eh bien on recouvrirait, 29 millions d'hectares quand même, on recouvrirait cette surface en 4 ans. Et concernant l'Europe, c'est une simple règle de 3, 155 millions d'hectares, il faudrait simplement 7 ans et demi, et alors on pourrait recréer une surface agricole française sur 30 cm. Voilà. Voilà la quantité de sols qui terminent chaque année dans les océans du monde. Donc ce sont des sols qui perdent de leur fertilité. Il était calculé que lorsque les sols perdent 1 tonne, lorsqu'il y a une érosion d'1 tonne de sol à l'hectare, en moyenne, on perd 0,1% du rendement en potentiel. Donc répétez ça chaque année, vous voyez l'ampleur du problème que nous avons face à nous avec la croissance démographique, avec des surfaces agricoles qui stagnent en valeur absolue. Voilà, 1/3 des sols gérés conventionnellement ont une espérance de vie, c'est-à-dire disparition des 30 cm, premier centimètre, de moins de 200 ans, et la moitié d'entre eux, donc 1/6 du tout, moins d'1 siècle. C'est rien. C'est rien. Voilà, plus de 50% des sols agricoles sont très dégradés. C'est une menace à moyen ou long terme, évidemment, pour l'agriculture, même à moyen terme. Maintenant, dans un contexte national tendu sur le plan socio-économique, nous savons que le principal producteur agricole européen, c'est la France, mais son potentiel agricole est en baisse. Les importations alimentaires explosent, elles ont doublé depuis les années 2000. Il y a également explosion, alors c'est tout récent, c'est l'actualité, explosion du cours des intrants, de l'énergie, du pétrole, donc voilà. Ce contexte-là est très préoccupant, ce qui fait qu'il est peut-être temps de s'intéresser de très près à l'agriculture de conservation des sols, parce qu'elle pourrait offrir quelques avantages par rapport à l'agriculture conventionnelle. Une première réponse, c'est le fait qu'on a constaté une augmentation des surfaces mondiales en ACS de presque 70%
entre 2008 et 2016, soit à peu près 180-190 millions d'hectares aujourd'hui. Ça, c'est peut-être effectivement une réponse intéressante qui, en tout cas, doit nous interpeller et nous pousser à nous intéresser de près à l'ACS aujourd'hui. La définition de l'ACS selon la FAO, ben, le premier principe, c'est ne pas toucher les sols, ou le moins possible, juste pour mettre les graines en terre. Sauf accident, il ne faut pas s'interdire non plus de retoucher les sols si la principale carence du sol devient quoi? On n'en parle jamais de cette carence-là, c'est l'air. Là, si la principale carence de l'air à un moment donné du sol devient l'air, il faut retravailler les sols, mais essayer ensuite de rentrer dans un cycle où on le touche de moins en moins. Deuxième principe, une couverture permanente du sol, couverture organique, soit des plantes maîtrisées, soit leurs résidus. Troisième principe, diversification végétale dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est complexification des rotations. Dans l'espace, c'est association des cultures. Vous connaissez ces trois principes. Ça n'est que lorsqu'ils sont appliqués tous les trois ensemble que l'ACS fonctionne. Et quelques petits détails, mais je n'irai pas plus loin que ça, parce que c'est là d'un point de vue technique. Il ne faut pas se précipiter sur le premier principe et il ne faut l'appliquer éventuellement qu'après les principes 2 et 3 si le sol n'est pas prêt. Alors c'est une histoire essentiellement de ratio entre le pourcentage de matière organique et le pourcentage d'argile. Deuxième chose importante à avoir en tête, 2 est certes plus important que 3 pour la santé du sol dans l'immédiat on va dire, mais il ne faut pas sous-estimer 3 pour parvenir à respecter 2. Voilà, je n'ai pas le temps de rentrer plus dans les détails que ça, je suis désolé parce que j'ai trop peu de temps. Voilà, et maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, de vous donner un petit aperçu des principaux apports de l'ACS à la transition agroécologique, pour espérer qu'effectivement ça soit la belle vie en dessous et du coup au-dessus pour l'agriculteur et la société dans son ensemble si possible. En termes de productivité surfacique, c'est vraiment le premier paramètre qui intéresse l'agriculteur. Donc les rendements. Eh bien, malheureusement, la plus importante méta-analyse réalisée à ce jour-là, publiée dans Nature en 2014, a établi que les rendements en ACS sont inférieurs aux rendements en conventionnel de 2,5% lorsque les trois piliers sont appliqués. Alors bon, voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Mais lorsque cet article a été publié, de suite, des farmers nord-américains ont créé ce site internet qui est toujours actif, dans lequel ils expliquent en 29 points pourquoi ils ne sont pas du tout d'accord avec les résultats de cette étude-là. Je vous donne juste un exemple parmi les 29. Lorsque l'on étudie l'agriculture de conservation en parcelle expérimentale, en station de recherche, eh bien on a une approche monofactorielle, donc très très analytique. On étudie un facteur les uns après les autres. Et donc là, eh bien, ces auteurs-là se sont penchés sur des résultats de telles recherches menées en station expérimentale, en approche très analytique, scientifique. Et enfin, on peut avoir une approche scientifique non analytique, attention. Eh bien, un des exemples. Lorsque les techniciens décident qu'il est temps de semer la même culture sur les deux parcelles, l'une travaillée, l'autre non travaillée, ce n'est pas forcément de l'ACS, mais surtout ils sèment le même jour. Eh bien non, les agriculteurs ils n'ont pas une approche monofactorielle, ils ont une approche globale, plurifactorielle, c'est une approche éminemment système. Donc, ils ne sèment pas les cultures en ACS en même temps que leurs voisins qui est en conventionnel. Parce qu'en automne, ils la sèment 15 jours, 3 semaines avant. Au printemps, le sol se refroidit, se réchauffant plus lentement. Ils sèment un petit peu après. Donc voilà. Malgré tout, on va continuer à s'intéresser à cette publication. Ils ont néanmoins mis en évidence que les rendements en ACS augmentent avec l'âge des systèmes en ACS. C'est normal, le temps que le sol s'améliore. Troisième résultat intéressant, les rendements en ACS sont supérieurs à ceux en conventionnel en contexte de stress hydrique, en moyenne de 7%. Et cela, c'est confirmé par beaucoup d'autres recherches scientifiques. Lorsque c'est souligné et en gras, ce sont des synthèses bibliographiques ou des méta-analyses. Donc ce sont des résultats assez puissants. Et à chaque fois, on considère qu'en climat plutôt sec, les rendements en ACS sont supérieurs à ceux en conventionnel. Et c'est bien, avec l'évolution du climat que nous connaissons actuellement, vers ce type de climat que nous allons, surtout en France et surtout dans le sud de la France, dont je viens. Peut-être que mon accent vous l'a fait deviner. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, peut-être que vous l'avez vu. Je viens de Toulouse. Voilà. Performance économique. Presque partout en Europe, voilà les publications scientifiques qui l'ont établi. On constate une meilleure rentabilité des systèmes en ACS, moins 50 à 75% de coûts de main-d'œuvre, moins 60% de frais de carburant, moins 80% de frais d'entretien des machines et du matériel. Cela mesuré sur une ferme de 350 hectares. Bon. En Allemagne, voilà, des essais qui ont montré que la rentabilité économique est améliorée de 7 à 20%. Au Portugal,
sur une ferme de 500 hectares, ça c'est très intéressant. Le seuil de rentabilité est passé de 14 quintaux en conventionnel à 11 quintaux. Donc les premiers 11 quintaux servent à rembourser les charges opérationnelles et puis donc le bénéfice arrive plus vite, on va dire. Maintenant, en termes d'économie de temps, alors cela est tiré d'un rapport qui n'est pas encore publié, établi par l'ECAF, à destination de la Commission européenne. Donc l'ECAF, c'est l'European Conservation Agriculture Federation. En termes d'économie de temps, eh bien, il a été calculé en moyenne que chaque hectare passé en conservation des sols permet d'économiser 1 à 4 heures à l'hectare, ce qui représente une économie de 44 euros. Bon, vous multipliez cela par les 6 pays en tout cas qui ont servi de base à cette étude-là, ben, ça fait évidemment des économies tout à fait substantielles. Et en termes de coût, justement, le fait d'utiliser moins de carburant, en moyenne 30 litres ou 29 litres à l'hectare, soit une valeur, en tenant compte uniquement de l'énergie, effectivement, 49 euros à l'hectare, d'économiser simplement parce qu'on fait moins tourner les tracteurs. En termes d'adaptation au changement climatique maintenant, qui entraînera des pluies de plus en plus violentes, brèves, eh bien, il faut améliorer la capacité d'infiltration de l'eau dans les sols agricoles. Ça, c'est une absolue nécessité. L'ACS, c'est le non-travail du sol, entre autres, c'est le premier principe, n'oubliez pas les deux autres. Et grâce aux deux autres, c'est une augmentation du carbone, forte augmentation du carbone restitué au sol, ce qui permet de nourrir la micro-biodiversité. La voici qui se nourrit du mulch, donc vous l'avez surtout à l'interface entre le mulch et le sol qui est en dessous. Ce mulch protège le sol de l'effet splash des gouttes d'eau. Et en dessous, ben, les micro-organismes sont là, notamment les champignons. On voit des filaments mycéliens ici. Et ces champignons synthétisent des cols biologiques. Quand ces champignons sont des mycorhizes, ben, ces cols s'appellent des glomalines. C'est ce que l'on voit en fluo, là, on va dire. Hein. Les mycorhizes, c'est les filaments blancs. Eh bien, les champignons plus les bactéries synthétisent, il n'y a pas que les champignons, les bactéries aussi synthétisent des cols biologiques. Ça agglomère les particules de sol. Donc on voit ici des petits agrégats. Ça fait du lien, dont parlait M. Orsena tout à l'heure, c'est important même dans les sols, ce lien pour tenir les sols. Eh bien voilà, un sol qui se tient, quand vous mettez une motte dans une colonne d'eau, la motte est supportée par un grillage ici, elle ne se défait quasiment pas. Ben, regardez ce que ça donne. Du coup, j'allais oublier de dire, enfin vous l'avez deviné, ça permet de diminuer l'érodibilité, de diminuer la porosité, de maintenir la porosité de surface ouverte. Et voilà, lorsqu'on fait la même chose avec la parcelle d'à côté, du voisin en agriculture conventionnelle, ben la motte se défait. Ce n'est pas étonnant que les rivières coulent marron lorsqu'il y a de forts épisodes pluvieux. Pensez à la photo que nous avons vue tout à l'heure, c'était l'embouchure de l'Adour. Je ne sais pas si vous aviez vu tout à l'heure. Voilà. Alors, toujours à cause de ce changement climatique et des pluies de plus en plus brèves et violentes, il est très important, vous l'avez compris, de maintenir les pores de surface ouverts. Mais l'ACS, justement, crée des pores à la surface, mais elle crée surtout des pores en profondeur, d'ailleurs, davantage que le conventionnel, et davantage en profondeur qu'en surface. Il faut les maintenir, tous ces pores-là, parce qu'ils ont une forte continuité porale. Cette forte continuité, ben, elle est logique puisqu'elle correspond à des galeries d'organismes, à des galeries de racines, etc. Cette forte continuité permet à l'eau de rapidement circuler, rapidement descendre. Vous voyez, jusqu'à 123 fois, on appelle ça la cassate, la conductivité hydraulique à saturation, jusqu'à plus de 100 fois supérieure à ce que l'on observe en conventionnel. Donc, une vitesse accrue de l'infiltration des eaux des pluies et donc moins de ruissellement, diminution de l'érosion. Voilà, et ces effets sont très visibles sur le terrain. Ici, vous avez deux parcelles que vous voyez bien côte à côte. 15 minutes après un gros orage, c'était il n'y a pas très longtemps, en juin 2021, en Limagne. Ben à gauche, un champ en ACS, pas depuis longtemps, 2 ans seulement. À droite, un champ conventionnel. Exactement le même tableau. Là, c'est chez Frédéric Thomas, que certains d'entre vous connaissent. Eh bien, conventionnel à gauche et ACS à droite, c'est l'inverse, mais c'est toujours, on compare ces deux types de systèmes. Et vous voyez à gauche que la porosité de surface est complètement fermée, parce que les agrégats se sont défaits, faible stabilité structurelle des agrégats, ce qu'on appelle en sol limoneux, là c'est plutôt des sols sableux, mais en sol limoneux, création d'une croûte de battance. Et à droite, eh bien, tous les organismes, les cols biologiques, parce que ces organismes sont nourris par, on voit des champignons d'ailleurs, sont nourris par tous ces débris en décomposition, permettent de maintenir ces agrégats ensemble, donc de maintenir la porosité ouverte. Les deux mêmes champs, vous voyez le chemin au milieu, ben à gauche le voisin qui est en ACS, à gauche en conventionnel. En été, on voit le maïs qui pousse, qui est
qui pousse comme il peut, mais quelques semaines avant, au printemps, ben voilà, l'agriculteur attendait, et il a attendu 3 semaines avant de pouvoir rentrer dans son champ pour labourer, et donc il n'était pas encore en train de semer lorsqu'il labourait. Alors qu'en ACS, Frédéric Thomas était déjà en train de semer son maïs dans le couvert végétal de Févrole, et celle-ci est drainée en plus. Il y a des drains plastiques en dessous, bon, qui ne fonctionnent plus, ça vous l'avez compris. Celle-ci n'est pas drainée. Ben, en fait, si, elle est drainée. En tout cas, elle est drainée par la porosité biologique dont on a parlé tout à l'heure, et les végétaux qui transpirent l'eau. Eh bien, en plus, celle-ci, étant donné que les racines ne vont pas très loin en profondeur dans le sol, elle est irriguée, et elle a donné 65 quintaux. Celle-ci est non irriguée, ou était non irriguée, mais encore aujourd'hui, elle n'est toujours pas irriguée lorsque Frédéric fait du maïs. Et elle a produit en 2013 85 quintaux. Évidemment, ce n'étaient pas les mêmes variétés, mais encore une fois, on n'est pas dans une approche analytique monofactorielle, on est dans une approche globale, système. Donc, Frédéric Thomas a pu utiliser une variété ayant semé plus tôt. Il a pu utiliser une variété tardive, plus tardive en tout cas, que celle qu'a été obligé de semer l'agriculteur, qui a été obligé de prendre une variété précoce. Voilà. Et voici à quoi ressemblent les sols. À gauche, on voit une structure beaucoup plus compacte qu'à droite, avec des lignes de fracture très rectilignes, alors qu'à droite, les lignes de fracture sont beaucoup plus arrondies, ce qui témoigne d'un sol beaucoup plus souple. Voilà, c'est pas trop beau pour être vrai, vous avez tout ça sur le site de l'agriculture de conservation des sols. À cause du changement climatique, sécheresse, canicule de plus en plus fréquentes, il faut améliorer le stockage de l'eau dans les sols pour avoir justement moins besoin des bassines. Nous avons vu que l'ACS permet d'améliorer l'infiltration, diminue le ruissellement, diminue aussi l'évaporation de l'eau du sol parce que le sol chauffe moins. Chauffant moins, il y a davantage d'eau disponible pour les cultures, donc il y a moins de stress hydrique en fréquence et en intensité. Parfois, il n'y a pas de stress hydrique. Tout ça, c'est publié. Vous voyez les auteurs qui ont publié ça. Et cela s'observe fréquemment en période d'année sèche. Et voilà pourquoi, en année sèche, effectivement, les rendements sont meilleurs souvent, la plupart du temps, en ACS. Alors attention, n'allez pas expliquer cela par le fameux effet éponge de la matière organique du sol, dont tout le monde parle. Non, l'effet éponge de la matière organique du sol n'existe pas ou quasiment pas. Il est de simplement 1,16 mm par point de matière organique dans un sol. Hein. Et ce n'est pas rien de monter d'un point de matière organique dans un sol. Eh bien, il est simplement de 1,16 mm par tranche de 10 cm de sol. Donc, si vous avez un sol déjà un petit peu profond de 60 ou 80 cm, vous avez à peu près 7, 8, 9 maximum millimètres de RU en plus. C'est rien, c'est rien. Alors, du coup, ça vient d'où? Ça vient du fait que, ça c'est ce que je viens de vous dire, qu'en agriculture conventionnelle, comme le sol est travaillé, on ne met pas forcément beaucoup de résidus en restitution au sol, il y a peu de vie dans le sol. Donc, ça vient de la vie du sol. La RU, le RUM, réservoir utile maximum, est représenté par la mésoporosité. Donc, c'est la taille des pores située entre 10 microns et 70-80 microns. C'est exactement la taille des pores créée par les ifs de champignons, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Donc, si vous favorisez la vie fongique dans un sol, le développement des ifs, les ifs vous créent de la mésoporosité et vous améliorent la RU. Voilà, tout simplement. Donc, oui, la matière organique, mais via la vie du sol. Maintenant, diminution de la concentration de gaz à effet de serre par le stockage de carbone dans les sols. Il faut voir quelles sont les causes de la limitation d'abord, de la séquestration du carbone. C'est tout d'abord, j'affiche tout, une faible teneur en argile. Une faible teneur en argile. Vous voyez que plus la pente est forte, plus la relation est forte entre la surface spécifique d'un sol, c'est-à-dire surface spécifique, c'est la surface d'échange qu'offre un sol ramené à toutes ces particules constitutives. Si vous ne considérez que l'argile, la meilleure des argiles, c'est la mormorionite, réalisez bien que 1 gramme d'argile a une surface spécifique de 800 mètres carrés. 1 gramme d'argile, 800 mètres carrés de surface d'échange spécifique. Maintenant, on parle d'un sol, donc il y a de l'argile, il y a du sable, il y a des limons, on regarde la surface d'échange de tout ça. Plus vous avez une surface d'échange importante, plus vous avez un potentiel de stockage de carbone important. Mais étant donné que la matière organique vient par le dessus, les résidus sont laissés sur le dessus. Puis petit à petit, la vie du sol intègre ça dans le sol, mais ça commence par en haut. La pente diminue au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans le sol. Mais avec le temps, on peut penser que la pente, même en profondeur, devient un petit peu plus raide parce que la relation est améliorée étant donné que la matière organique descend. D'où l'importance de maintenir les particules fines des sols et notamment garder les argiles et ne pas avoir tous les fleuves de France colorés en marron chaque fois qu'il y a un orage. Voilà.
À nouveau, on perd de la fertilité, on perd de la CEC, capacité d'échange cationique, on perd de la capacité à stocker du carbone. Et ça, c'est vraiment presque dramatique aujourd'hui. Quelque chose qui n'est pas connu, ça j'ose le dire. J'en ai discuté souvent avec des agronomes, à chaque fois que j'en parle, je leur apprends ça. Ou presque, surtout la suite. Pas tellement ça, parce que là, une collègue de l'INRA a publié là-dessus, mais pas d'un point de vue appliqué à l'agronomie, on va dire, à la productivité. Simplement, ça a été publié d'un point de vue très fondamental par rapport à l'humification. On améliore les processus d'humification lorsque l'on met des minéraux à disposition, et suffisamment de minéraux à disposition des micro-organismes du sol. Voilà, donc c'est ce que ces travaux ont démontré. Du coup, en mettant des minéraux NP, donc azote, phosphore, soufre, magnésium à disposition des éléments, des micro-organismes du sol, on améliore l'humification. Du coup, on améliore le coefficient d'utilisation du carbone. Ce carbone, au lieu d'être perdu en CO2, s'il n'y a pas assez de minéraux, il est perdu beaucoup en CO2, vous allez voir des chiffres juste après. Et en apportant ces minéraux, on favorise plutôt la transformation en humus, ce qui est important pour les propriétés du sol. Du coup, on en déduit les leviers pour améliorer la séquestration du carbone dans les sols. D'abord, c'est garder les particules fines dans les sols, on en a parlé, j'y reviens pas. Deuxième point très très important, c'est respecter les équilibres stoichiométriques de l'humification. Ces principes stoichiométriques, ils sont parfaitement connus pour l'élaboration de la biomasse. Vous avez tous entendu parler de la loi des facteurs limitants pour l'élaboration de la biomasse végétale. Ça, c'est archi connu. Bon, très bien. Il faut savoir, et ça, c'est le principe des équilibres stoichiométriques. Exactement la même chose existe pour l'humification. Et ça n'est pas connu. Et vous allez voir le résultat. On peut améliorer le K1, donc le coefficient de transformation en humus. On peut le multiplier par 2, 3 ou 4. Ça veut dire que celui de la paille, qui est très faible, pourquoi est-il très faible? Parce que la paille, c'est essentiellement du carbone. La plupart des éléments minéraux, lorsque le blé était en cours de maturation, ces éléments minéraux sont passés des feuilles des tiges au grain. Et puis le grain, il est parti. Donc la paille, c'était essentiellement du carbone. Donc si vous laissez la paille se débrouiller toute seule pour se transformer en humus, les micro-organismes n'ont pas assez de minéraux pour transformer le maximum de ce carbone en humus. Donc beaucoup est perdu sous forme de gaz carbonique. Et vous avez la preuve avec le 0,15. Vous partez d'une tonne de paille, vous n'avez que 150 kilos d'humus au bout de quelques mois. Vous ajoutez des minéraux, vous pouvez récupérer 300, 600 kilos d'humus avec la même tonne de paille au départ. Ça change tout. Je peux vous assurer que ça, c'est pas connu même en agronomie, parce que c'est comme ça. Remarque, ça a été mis au jour par des Australiens il y a très peu de temps, en 2013. Et regardez la démonstration. Les mêmes Australiens, Kirkby et son équipe, 2 parcelles, même sol, même rotation, un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. 3 ans de blé, un colza et un nouveau blé. Donc, même rotation de 5 ans des deux côtés. Même biomasse restituée au sol. Lorsque un côté produisait plus de biomasse que l'autre, ils en ont enlevé, là où il y en avait eu plus, pour que ça soit la même quantité des deux côtés. Même travail du sol. Même travail du sol pour enfouir cette matière organique sur 15 cm. Et là, on a les principaux paramètres qui font tourner les modèles prédictifs aujourd'hui qui prédisent la quantité d'humus, et notamment dans le cadre du marché du carbone. On demande à l'agriculteur qu'est-ce que vous faites en termes de travail du sol, combien de résidus vous laissez au sol, etc. Vous allez voir la différence, le résultat. La seule différence, c'est que d'un seul côté et pas de l'autre, les fameux minéraux ont été apportés. Regardez le résultat. 4 répétitions. Au bout de 5 ans, puisque la rotation était de 5 ans. Là où il n'y a pas eu les minéraux, perte, déstockage de carbone, 3,2 tonnes de carbone par hectare en 5 ans. Donc vous divisez par 5 pour l'avoir chaque année. Plus de 90% provenaient des 0,10 cm. Normal, c'est là où il y a le plus d'oxygène, le sol est le plus travaillé. Côté où les minéraux ont été apportés, alors que c'était la même chose en termes de pratique. Stockage de 5,5. Un écart de 8,5 tonnes par hectare en 5 ans, divisé par 5. 1 tonne 7. 1 tonne sec, 7, uniquement parce que d'un côté, des minéraux ont été apportés. Et ça, c'est vraiment pour moi la cerise sur le gâteau. Parce qu'on s'imagine que chaque fois qu'on en parle entre collègues, avec notamment des Suisses, on dit que ce n'est pas la peine de regarder en dessous de 30 cm, il y a très très peu de carbone de stocké. Regardez, plus de 50% de cette masse stockée l'a été en dessous de 30 cm. Je pourrais expliquer justement comment les auteurs l'expliquent, mais là, je n'ai pas le temps.
Allez, donc la clé de voûte, c'est pas de travail du sol, beaucoup d'apport de carbone, évidemment. On n'a jamais prétendu, nous, les promoteurs, on va dire, de l'ACS, contrairement à ce que certains nous font dire, on n'a jamais dit qu'il suffisait d'arrêter le travail du sol. Non, il faut aussi de gros apports de carbone. Voilà, donc il faut les deux, arrêter de travailler le sol et des gros apports de carbone. Bien, donc il y a des apports en dessous de 30 cm. Non, des stockages en dessous de 30 cm, oui. Et concernant ce stockage 0,30, ben on a des exemples en France qui apportent des chiffres intéressants. Stockage de plus d'une tonne, exactement c'est 1 tonne 1, chez un agriculteur du Gers qui est en ACS depuis 17 ans. Et en moyenne, il a stocké ça. Bien, je sens que je suis en retard. Oui, donc là j'irai très vite. Concernant le service écosystémique de stabilité de la production primaire, est-il possible de réduire les herbicides? Ben là, c'est très très difficile d'y parvenir, mais pas impossible. Donc j'affiche tout. Et je vais vous dire l'essentiel. On sait, c'est démontré en semi-direct, qu'on accroît la consommation d'herbicides. En France, je l'avais calculé il y a quelques années, à partir des chiffres d'Agreste, oui, j'avais vu une augmentation de l'IFT herbicide de à peu près 20%. Mais des agriculteurs nous disent, en gris, nous démontrent, c'est la photo, je vous laisse tout lire, vous voyez en jaune, l'IFT à gauche, 1,2 à 2,45, à droite, 0 à 0,8. 0, ça veut dire que l'agriculteur en question, qui est dans les Deux-Sèvres, nord de Sèvres, Pierre, pour son petit prénom, eh bien, fait parfois l'impasse, il n'est pas en bio, mais il peut parfois se permettre de faire l'impasse sur un herbicide. Voilà, certains chercheurs pensent que même en bio, on pourra un jour y arriver, Anderson et Barral. Bon, moi, je n'en connais pas en système tempéré. Par contre, j'ai vu une parcelle en ACS bio depuis 13 ans au Cambodge, et au Brésil, une autre. Ils ne sont pas en bio, mais parce qu'ils utilisent des engrais, mais ils sont en zéro phyto, donc zéro herbicide. Mais ce sont des sols très fertiles, ils mettent de l'azote, y compris sur le couvert végétal. Dès qu'ils mettent une graine d'une plante voulue, soit le maïs, soit l'avoine noire, eh bien, ça pousse tellement vite que les adventices ont du mal à faire leur place en dessous et elles restent toutes petites. Voilà. Concernant les fongicides et les insecticides, là, c'est beaucoup plus facile. Les plantes sont en meilleure santé. Je n'ai pas le temps de tout t'expliquer, mais c'est relativement bien démontré aujourd'hui. Alors, il y a un livre avec les collègues de Dijon avec lesquels nous encadrons le postdoc sur la méta-analyse. Nous avons aussi participé, enfin encadré la rédaction d'un livre aux éditions Quae. Ce livre a pris du retard pour la publication, mais dans ce livre, nous faisons le point, justement, ce chapitre-là, c'est moi qui m'en suis chargé, donc je suis assez à l'aise pour vous dire que globalement, effectivement, il y a moins de maladies, moins de ravageurs. C'est une agriculture qui préserve mieux la biodiversité ordinaire. Vous voyez le 1, ben c'est là qu'il y a le plus d'alouettes, de bruants, de bergeronnettes printanières, contrairement aux deux autres systèmes. Le pire, c'est le 3, un semi-direct sans couvert. Et alors là, du coup, on utilise beaucoup d'herbicides. Ben pour la biodiversité aussi, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Voilà, là il y a une vidéo, je ne sais pas si on a le temps, mais on voit, je vais la passer. Si? Alors il me faudrait accéder à l'ordi, là, parce qu'il faut cliquer au milieu. C'est une vidéo qui va être lancée si quelqu'un... Menez-vous dessus. Voilà. Il y a des œufs dessous. Hein. Exactement. Hop. Il lève le semoir. Les éléments se meurent. C'est un vanneau UP, pour ceux qui se posaient la question. Voilà. Même un peu de musique. Même pas peur. Allez. Je voulais terminer là-dessus, mais il y a 4 études multicritères, justement, qui prouvent que lorsqu'on prend en compte de nombreux critères pour comparer l'ACS à l'agriculture conventionnelle, eh bien, à chaque fois, c'est l'ACS qui s'en tire le mieux. Là, on voit qu'au fil des années, ils ont mis en place les différents piliers de l'ACS, le rendement augmente. Et le résultat, c'est une diminution de consommation de tous les intrants qu'ils ont regardés. Même les herbicides. Alors voilà, il n'y a pas annulation des herbicides, bien sûr, mais dans ce cas précis, ils ont réussi même à baisser les herbicides. Une autre revue, enfin, des travaux scientifiques ont comparé l'ACS plus
4 autres systèmes écologiques à l'agriculture conventionnelle sur 8 services écosystémiques. Eh bien, c'est l'ACS qui a réussi à démontrer le plus grand nombre de supériorités, enfin, de performances en termes de services écosystémiques par rapport à l'agriculture conventionnelle. Et les 4 autres systèmes ont fait mieux que le conventionnel pour 3, 5, 4, 4 services écosystémiques sur 8 à chaque fois. Et puis là, vous pouvez lire si vous voulez, mais retenez l'essentiel. Là, il a été démontré que l'ACS représente bien le meilleur potentiel pour lutter contre le fameux antagonisme, ce fameux antagonisme qu'il y a avec l'agriculture conventionnelle entre soit la productivité, soit le respect de l'environnement. Ben, c'est l'ACS qui permet de faire le meilleur compromis. Là, c'est à peu près la même chose. Vous voyez les critères à gauche, soit supériorité de l'ACS par rapport au conventionnel, soit égalité. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je vois qu'on a déjà des questions. Je vous en prie. J'ai pas une question, j'ai une remarque. Car j'ai l'impression d'avoir entendu à Pasteur, à l'Institut Pasteur, il y a 15 jours, à peu près avec une même exigence et une même stupéfaction, la même analyse du microbiote, c'est-à-dire un organe, enfin, et un mécanisme totalement inconnu. Et plus ça va dans ma promenade dans les sciences, je suis fasciné de voir que plus c'est proche de nous et plus c'est essentiel, moins s'y intéresse. Et ça, c'est une sorte de timidité vis-à-vis du savoir. C'est que quand on voit que le sol est assez inconnu dans le grand public, même curieux, le microbiote, c'était pareil. Le fond de la mer, on s'en fout. Alors que si c'est à 14 années-lumière, tu as plein de milliardaires qui vont y claquer leur pognon. Et pardon, mais à bientôt. Merci. On prend date toujours pour l'exposition sur les sols avec Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Pierre, s'il vous plaît? Oui. Le micro arrive derrière vous. Et on aura des questions en ligne également. Je voulais remercier les intervenants, en particulier Monsieur Orsena et Jean-Pierre Sarthou, parce que je reprends conscience de quelque chose qui fait partie des fondamentaux de ce que les agriculteurs du mouvement mondial de l'agriculture de conservation essayent de faire passer depuis quelques décennies, c'est l'aspect systémique, l'aspect système. Et il est clair que là, vous pointez du doigt que c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie, et c'est exactement ce que dit aussi François et ce que disent les agriculteurs, et c'est ce qui ne passe absolument pas ou très difficilement la rampe des spécialistes et des chercheurs. Et bon, mais c'est très bien que ça vienne des chercheurs et que ça vienne aussi de quelqu'un d'aussi transversal et, comment dire, que M. Orsena, parce que, bon, voilà, et que vous preniez ça en compte. Et je pense que c'est quand même, c'est nouveau et c'est vraiment significatif. Il est fondamental qu'on puisse investir là-dedans. Et je dirais au plus haut niveau, y compris dans des trucs aussi comme le 4 pour 1000, le groupe des sols de la FAO et tous ces machins-là, où on a quand même toutes les peines du monde à se faire entendre, en particulier à la fois par les chercheurs, les ONG et les institutions, hein, qui font les 3 autres collèges. Et le collège des agriculteurs, il est quand même jamais entendu. Donc si vous parlez là-bas pour nous, ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter, bon, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais simplement, oui, préciser le fait que l'ACS se prête éminemment bien et aide grandement à l'approche systémique de l'agriculture. Et je ne suis pas étonné, maintenant que j'enseigne depuis maintenant 15 ans à peu près l'agriculture de conservation à mes étudiants, eh bien, non seulement l'ACS, moi, m'a permis de mieux comprendre l'agronomie, pourtant, je n'ose pas compter le nombre d'années depuis Au début, j'ai fait des études agricoles parce que je voulais surtout pas faire de longues études, je voulais être paysan. Voilà. Et puis on m'a toujours poussé à aller plus loin. Je ne le regrette pas. Mais j'ai d'abord bien mieux compris l'agriculture lorsque j'ai commencé à gérer ma propre exploitation agricole il y a maintenant pas mal de temps. Et également lorsque je me suis penché de près et enseigné l'agriculture de conservation des sols. Donc, demander à des étudiants, exiger d'eux qu'ils aient une approche systémique lorsqu'on leur enseigne l'agronomie classique
en saucissonnant les choses et sans suffisamment montrer les interactions. De fait, c'est un système qui ne met pas beaucoup d'interactions entre les différentes entités de ce système-là. Ben, c'est demander quelque chose de quasiment impossible à ces étudiants. Et maintenant que j'ai une assez bonne, voire grande expérience de l'enseignement en ACS auprès de mes étudiants-là, ben je vois que l'approche systémique, ils la comprennent tout à fait à partir du moment où on s'appuie sur un système qui est éminemment systémique. Merci. On a des questions en ligne ? Oui, on a une question de Marie-Sophie Dedieu de l'INRAE pour M. Sartou. La réserve hydrique du sol, souvent considérée comme une propriété intrinsèque d'un sol donné, peut-elle être améliorée, augmentée avec l'ACS? Oui, ben, la réponse est oui. Alors, toute la question réside dans l'ampleur de cette amélioration. Mais je sais, pour en avoir discuté vivement avec certains collègues de l'INRA, qui étaient totalement persuadés et fortement persuadés que la RU était quelque chose d'immuable, donc le RUM, réservoir utile maximum, était quelque chose d'une propriété immuable qui dépend de la texture et éventuellement, encore, il oubliait de le préciser, de la profondeur d'enracinement, ou alors il considérait que l'enracinement ne peut pas être de plus en plus profond d'année en année au fur et à mesure que le sol se transforme. Donc à la limite, ça, là, il l'oubliait dans sa démonstration. Mais non, aujourd'hui, on le sait, non seulement il y a l'approfondissement de l'enracinement des cultures qui va faire que mathématiquement, en utilisant les formules classiques de calcul de l'ARU va augmenter, mais elle va aussi augmenter parce qu'il va y avoir création de mésoporosité par les ifs de champignons, par les ifs mycéliens, oui, sachant qu'il n'y a pas que des ifs de champignons, il y a aussi des ifs algaux. Mais là, essentiellement, apparemment, c'est des ifs de champignons qui sont capables de créer de la mésoporosité et donc d'améliorer l'ARU des sols, le RUM des sols. Voilà, mais on ne sait pas de combien. Frédéric Thomas dit qu'il a multiplié par 5 la capacité de rétention hydrique de ces sols. Bon, moi j'aimerais bien que ça soit scientifiquement prouvé, j'aimerais bien le croire. Allez, j'ai tellement d'estime pour lui que j'ai envie de dire, allez, je le crois, mais au fond de moi, j'aimerais bien que ça soit prouvé, quoi. Donc, amélioration, oui, de combien, il faut encore travailler, et c'est un gros enjeu aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Je voulais revenir sur le caractère systémique, parce que tu as bien montré la dépendance, finalement, d'un bon fonctionnement de l'humification aux minéraux, oui. Azote, phosphore, soufre. Une solution, c'est donc d'apporter beaucoup d'engrais minéraux, et c'est quand même souvent ce qui se passe les premières années de passage en ACS. L'autre solution, c'est d'avoir des résidus animaux. Donc voilà. Ma question, dans une approche très systémique, c'est est-ce que l'ACS peut vraiment se développer sans un élevage important? Mon sentiment, c'est que la réponse est positive. Oui, à condition d'apporter ces éléments minéraux. Parce que la démonstration qui a été faite par Kirkby au travers de leur publication 2016, c'était sans élevage, hein. Ils ont apporté des éléments minéraux sur une des deux sous-parcelles. Et ça... Ils ont apporté des engrais minéraux et ça a eu les effets que je vous ai montrés tout à l'heure. Hein. Ça a stocké 5,5 tonnes en 5 ans à l'hectare, alors que l'autre côté avait déstocké 3,2 tonnes. Donc mon sentiment est qu'il faut améliorer les sols, l'ACS améliore les sols. On entend tout le temps dire, ben oui, mais dès que l'on fait revenir l'élevage en complément des cultures en système ACS, ça va mieux, ça va beaucoup plus vite. Ben oui, mais bien sûr, puisque lorsqu'on est éleveur, on pense toujours, on a le réflexe éleveur, on a le réflexe de mettre des éléments minéraux à disposition des animaux, sous forme de blocs alléchés, de CMV, de compléments minéraux vitaminés ou des seaux. Voilà. Donc, il a aussi par ailleurs été démontré, je la publie, que plus de 97-98% de tous ces minéraux apportés aux animaux, pas à vaches laitières, animaux à viande, se retrouvent dans leur déjection, liquide solide. Mais ce n'est pas bien grave. On récupère ces déjections, on les épand sur les champs, donc ce n'est pas perdu. Ça va dans le système. Ça va dans le sol, et du coup, ces champs qui sont enrichis en minéraux grâce aux effluents, grâce aux blocs alléchés donnés aux animaux, ça met des minéraux à disposition de tous les résidus qui vont se transformer en humus dans chacune de ces parcelles. Donc, chacune de ces parcelles voit le K1, le coefficient isohumique, amélioré pour tous les résidus qu'elle aura à digérer. Donc, la réponse à ta question est, d'après moi, oui, à condition de bien avoir compris cette histoire, cette importance des équilibres stoichiométriques, donc d'apporter des éléments minéraux qui peuvent manquer. Il n'y a pas que NPK, S, il y a aussi CA, bon, CA, ça dépend des sols,
MG, soufre, oui, je l'ai dit, etc. Bon, il y en a évidemment pas mal d'autres, mais pour l'instant, les travaux ont porté sur les principaux. Donc voilà, ma réponse est oui, mais c'est dommage aussi de se passer peut-être de l'opportunité de faire revenir l'élevage dans certains systèmes, parce que ça serait un élevage du coup lié au sol, élevage à l'herbe est lié au sol, destruction des couverts avec les animaux. Donc c'est un élevage beaucoup plus, que j'ai envie de qualifier d'intelligent par rapport aux élevages hors sol. Et si on ne doit pas tous se mettre au végétarisme, eh bien, autant privilégier et demander de la viande qui provienne de tels élevages-là, liés au sol. Donc autant lier le maximum, le plus possible dont on a besoin avec l'agriculture de conservation des sols, plutôt que de faire appel encore à des animaux élevés hors sol. Merci. Merci Jean-Pierre Sartaud. Nous allons...